Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, chercheur en biologie pour la science te parle. Devait sortir aujourd'hui une vidéo avec Sarah Campiche qui va pas sortir dans l'immédiat, qui sortira plus tard. La raison, c'est que elle et moi, on s'est fait harceler hier soir par des gens qui vous expliquent un peu la vie, alors que la vidéo n'est pas sortie et que ils n'ont pas pu la voir. Et là, je trouve dommage. Alors, en regardant le profil de ces gens, on s'aperçoit que c'est beaucoup de gens à gauche. Ça fait quand même des mois que ces gens-là me traitent de fasciste. Les vidéastes, certains vidéastes, on va parler d'AstronoGeek, ont déjà dénoncé cela, mais il va arriver un moment donné, on peut espérer que ça n'arrive pas, mais enfin il va arriver un moment donné où on devra faire valider nos vidéos de vulgarisation scientifique ou nos threads de vulgarisation scientifique par LFI. Hein, on va pas se mentir, il y a une violence d'une frange radicale de la gauche française sur les réseaux sociaux qui est absolument phénoménale. Quand vous recevez, comme on a reçu, Sarah et moi, 200 ou 300 réponses en quelques heures, on peut appeler du harcèlement. Moi, ça s'arrêtait plus, en fait, sur le téléphone, au point que à un moment donné, j'ai dit, je vais bloquer le compte Twitter. Sarah avait d'ailleurs bloqué il y a quelques semaines, suite à un thread de vulgarisation scientifique face à ces gens-là, et on en vient à se dire, mais en fait, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est ce qui va arriver. Hein. On va devoir faire valider par LFI. Alors, la vidéo n'était pas prévue, je vais vous parler de l'affaire Mazar, mais je veux le tourner sous un angle un peu différent. Parce qu'il faut quand même rester scientifique et on va parler des principes, puisqu'on parle beaucoup dans l'affaire Mazin du consentement sexuel, j'ai envie de vous parler du consentement clinique. Après, on viendra sur l'affaire Mazin 2 petites minutes après. Alors, il y a une règle générale en médecine qui est le principe de bienfaisance et de non-malfaisance, qui est par définition l'obligation morale de maximiser les effets des actes médicaux sur le bien-être de l'humain, au sens de bien-être biopsychosocial, je vous expliquerai ce que ça veut dire, et de minimiser les effets délétères de ces actes. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Que le patient, au cœur d'un essai clinique ou de la médecine, est au cœur de tout, c'est-à-dire au-delà même de la question de votre projet d'essai clinique, le bien-être du patient passe après. Au-delà de toute considération idéologique ou de connaissance qu'il peut y avoir derrière, le bien-être du patient passe avant, tout le reste passe après. D'accord? Le bien-être du patient, le bien-être du volontaire, qu'il soit sain ou malade dans un essai clinique, il passe avant tout, avant toute chose. C'est le principe de bienfaisance. Ok? Alors, biopsychosocial, ça veut dire quoi? Rapidement, là je vais résumer. Il faudrait que j'apporte beaucoup de nuances, mais dans cette vidéo on va aller vite, donc on va tout résumer. En médecine, vous avez deux théories pour les maladies. Vous avez la théorie biomédicale qui vous explique en gros que vous avez deux états. Le premier état, c'est vous êtes malade, et le premier état, c'est vous êtes en bonne santé, le deuxième état, c'est vous êtes malade. Donc vous avez une sorte de gap entre les deux. La théorie biopsychosociale qui vous explique qu'en fait c'est un continuum. Il n'y a pas de bonne santé ou de maladie, vous avez un continuum. Et on parle aujourd'hui beaucoup de prédiabétiques, pré-hypertensifs, etc. Ce sont des gens qui vont être malades mais qui ne sont pas encore au continuum. Okay, c'est la théorie la plus en vogue aujourd'hui. Et pourquoi psychosocial? Parce que la maladie, par exemple la dépression, ça peut être aussi une dépression psychologique et sociale. Alors, on va classer les catégories de gens pour les essais cliniques, les catégories de participants, mais avant, je vais vous lire une définition de ce que l'on appelle le consentement libre et éclairé. Souvent on parle de consentement éclairé, il y a le mot libre qui est très important, consentement libre et éclairé. Pour pouvoir prendre une décision éclairée sur leur participation ou non à une recherche, les personnes concernées doivent disposer d'une capacité intellectuelle et émotionnelle suffisante pour comprendre les implications de cette participation. Une telle décision doit être volontaire, sans aucune restriction à leur liberté de décider. Mais il existe un certain nombre de situations où on ne peut pas avoir ce consentement libre et éclairé. Exemple type, les personnes qui sont dans le coma ou en état végétatif. Si je prends l'exemple ici de coma ou d'état végétatif, et que je vais vous parler légèrement de ça après, c'est parce que cette pauvre femme, qui est martyre dans le sens pratiquement le plus religieux du terme, et qui devrait être, selon moi, parce qu'elle se relève aujourd'hui en héroïne, selon moi, recevoir une médaille étatique, par exemple la Légion d'honneur qu'on donne à tir à l'arigot à tout le monde, mais pas aux gens qu'il faut, disons souvent, c'est qu'elle était en soumission chimique et donc dans une sorte d'état végétatif. Je vous disais donc qu'il y a 4 catégories de participants potentiels à la recherche par rapport à ce que je viens de vous lire en définition, c'est-à-dire par rapport au consentement libre et éclairé, ceux dont la capacité est présumée, l'ensemble des adultes. On estime qu'un adulte est capable de comprendre un projet de recherche, de comprendre ce qu'un médecin lui dit, donc il a une capacité qui est présumée. Bien évidemment, vous avez des adultes qui ne comprennent pas tout, mais si on prend le temps de leur expliquer, ils ont une capacité présumée. Vous avez beaucoup de gens sur Twitter qui ont 50 ans qui ne comprennent pas, mais enfin, en général,
C'est-à-dire qu'un complotiste a une capacité peut-être non présumée. Je fais une petite blague, mais vous avez compris l'idée. Vous avez ceux qui approchent la majorité légale, donc ceux qui ont 15, 16, 17 ans, par exemple, eux, on va les faire rentrer dans un essai clinique, par exemple pour des problèmes d'adolescents, problèmes cutanés souvent, etc., ou des problèmes hormonaux. Ça ne concerne pas ni les adultes ni les jeunes enfants, donc il nous faut cette population cible. N'oublions pas qu'un essai clinique, c'est toujours une population cible. Vous avez des critères d'inclusion et d'exclusion. Vous avez la capacité est incertaine ou varie. Alors ça, c'est souvent difficile à définir, mais l'exemple plus qu'on comprend, ce sont les prisonniers de guerre. Alors, vous avez des conventions, notamment la convention de Genève ou conférence d'Helsinki, mais parfois, vous avez des pays, normalement ça n'existe plus aujourd'hui, mais enfin, qui obligeaient leurs prisonniers à subir des essais cliniques. On peut parler des nazis, n'est-ce pas? Ça va donner le code de Nuremberg. On peut parler aussi de certains autres pays. Donc aujourd'hui, normalement, ça n'existe plus, mais là, on voit un certain ou varie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être contre, et puis le mec lui dit « je vais te fusiller », ben là, ils sont pour, donc ça varie. Ou les personnes qui ont des problèmes mentaux. Et ceux qui sont incontestablement incapables, alors là, on parle surtout des jeunes enfants, des bébés et des personnes dans le coma ou en état végétatif, ou des personnes atteintes de graves maladies mentales. Bien sûr, un bébé qui a 6 mois ne peut pas vous donner son consentement. Un enfant qui a 7-8 ans, il ne peut pas vous donner son consentement, ou quelqu'un qui est dans le coma, c'est difficile. Mais, et là je vais vous lire le chapitre 26 de la déclaration d'Helsinki parce qu'il y a un point qui est nécessaire. Lorsqu'une personne est considérée comme incapable, première disposition, de donner un consentement éclairé est en mesure de donner son assentiment concernant sa participation à la recherche, le médecin doit solliciter cet assentiment en complément du consentement de son représentant légal. Le refus de la personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche devra être respecté. Donc un jeune enfant, par exemple, qui a 7-8 ans, qui dit non, je ne veux pas participer à cette recherche, il ne participera pas à cette recherche, même si ses parents vont insister ou le médecin va insister, etc. L'assentiment. Et donc, à me dire, d'un point de vue comateux, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginons que vous ayez quelqu'un en état végétatif, encore une fois, cette pauvre dame, c'est un martyr. Eh bien, ça veut dire que si à un moment donné, la personne se réveille ou quoi, elle peut donner son assentiment et on peut arrêter l'essai clinique. Et ça, c'est le chapitre 30 de la déclaration d'Helsinki qui nous le dit, et je vais vous le lire. Le consentement pour maintenir la personne concernée dans la recherche doit, dès que possible, être obtenu de la personne elle-même ou de son représentant légal. Alors, il faut comprendre que ce chapitre, il y a deux options, enfin deux choses pour le voir. La première, c'est que lorsqu'il y a une urgence vitale, on ne va pas demander le consentement de la personne. La personne est en train de mourir, il y a eu un accident de voiture, on doit faire un acte chirurgical rapide, et peut-être que cet acte chirurgical n'est pas très bien connu, il y a des essais, puisque les essais cliniques ça peut être aussi sur un acte chirurgical, on va le pratiquer. Si c'est le seul dont on estime que les médecins et l'équipe médicale estiment que ça va sauver la vie du patient, on le pratique. Et on ne va pas attendre que la personne meure pour avoir le consentement, on le pratique. Mais dès que cette personne est en état de donner son avis, alors il faut écouter son avis. Et pour les comateux ou les personnes en état végétatif, pareil, imaginons que je donne un médicament pour faire sortir les gens du coma. Dès que la personne commence à sortir, même si le traitement n'est pas fini, et qu'elle dit « je ne veux plus participer à l'essai », alors on arrête l'essai sur elle. Okay, quelque chose d'important dans le consentement libre et éclairé en essai clinique, c'est qu'à tout moment, vous pouvez le retirer. Le patient, à tout moment, peut le retirer. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en matière sexuelle. Là, on va faire une petite comparaison. Je ne sais pas si c'est le cas en matière sexuelle, mais à tout moment, le patient peut le retirer en matière clinique. Voilà, je voulais vous parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe fondamental de bienfaisance et de non-malfaisance. Bienfaisance, non-malfaisance, ça veut dire que le patient est au cœur de la médecine et non pas la question de recherche ou la volonté du médecin, par exemple, sauf en cas d'urgence vitale, encore une fois. Je trouve que dans la société, on n'est pas au principe de bienfaisance. C'est-à-dire que je trouve que dans la société, et le procès Mazin pour moi le démontre, c'est que notre jouissance, notre désir, notre envie, nous le mettons au-delà, au-dessus de toute considération sur les autres et sur le bien-être de l'autre. Le principe de bienfaisance en médecine, c'est vraiment le bien-être du patient. D'accord? Maximiser les effets des actes médicaux sur le bien-être de l'humain. C'est écrit dans la définition. Je trouve que dans notre société, on n'applique pas ce principe-là. On applique beaucoup le principe de malfaisance, c'est-à-dire que on veut jouir quasiment à tout prix. Alors, ça ne remonte pas de mai 68, je sais que la droite va dire ça, c'est beaucoup plus ancien, mais on devrait appliquer le principe de bienfaisance, c'est-à-dire nos désirs, nos passions, nos volontés après le bien-être de l'autre. Comme on fait en médecine, comme on fait des essais cliniques. On n'applique pas.
vous avez des gens, là, ce procès, qui se sont servis d'une pauvre dame qui a été droguée par son mari, comme d'un objet sexuel, mais même au-delà, comme d'un simple objet. Ils auraient fait ça dans une bouteille en plastique, c'était pas, je veux dire, ils ont déshumanisé la personne. On déshumanise complètement la personne ici, c'est là où il y a l'horreur. C'est que cette pauvre femme n'était plus considérée comme un être humain. Et dans le principe de bienfaisance, on ne peut pas déconsidérer la personne comme un être humain, mais aujourd'hui, on le fait de plus en plus en société. Je vais parler d'un autre exemple, alors ça risque de choquer un peu, et attention, je ne suis pas en train de blâmer les gens qui le font, il y a 10 000 raisons pourquoi est-ce qu'on le fait, ça va plus dans le couple, etc., on est plus heureux, tout ce que l'on veut. Mais j'écoute de temps en temps l'émission, ça commence aujourd'hui, quand je fais la cuisine ou la vaisselle, et je m'aperçois que vous avez un certain nombre de gens qui ne se remettent pas d'un adultère. C'est-à-dire, le compagnon ou la compagne a trompé, ils ne se remettent pas d'un adultère. On ne se rend pas compte que là, on a fait du mal à l'autre. Ou alors on ne se rend pas compte au moment de l'acte. On peut se rendre compte après, mais on ne se rend pas compte au moment de l'acte. Et là, vient un objet, je vais finir là-dessus, un point, c'est que j'estime, je suis d'accord avec l'idée de la culture de viol, je suis d'accord avec l'idée que nous avons une violence masculine, et ça a été démontré dans un certain nombre de papiers, largement supérieure à la violence féminine. Les sociologues nous en parlent, et c'est une réalité de recherche et sociale, mais j'estime que mon corps, mon choix, à croire que le corps n'appartient qu'à la personne, est un argument faux, parce que le corps appartient aussi au corps social. Si vous refusez de vous faire vacciner, on est là, consentement libre et éclairé, si vous chopez un virus ou une bactérie que vous transmettez à quelqu'un de plus fragile que vous dans le métro et que la personne va à l'hôpital ou décède, elle n'est pas responsable de votre choix. Pourtant, vous avez fait un choix sur votre corps, mais vous avez transmis une maladie sur l'autre. Donc je trouve que cette idée de mon corps, mon choix, c'est difficile, il faut apprendre à ce que notre corps appartienne aussi au corps social et faire en sorte d'utiliser notre corps pour le bien-être de l'autre, au maximum, notre bien-être à nous. Bien sûr, d'un point de vue de la santé, mais le bien-être de l'autre. Et ça, on l'oublie. Et ce procès, c'est le procès de notre société de l'horreur parce que ça nous rappelle ça. Ça nous rappelle qu'il est important de penser au bien-être de l'autre à tout prix. Et ces gens-là ont complètement oublié le bien-être de cette femme. Et nous oublions régulièrement, et j'en fais partie aussi, du bien-être de l'autre. Nous faisons passer nos désirs bien avant le bien-être de l'autre. Pensez au principe de bienfaisance et de non-malfaisance. Voilà, merci pour m'avoir écouté. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, la vidéo de Sarah sortira quand elle sortira. Pour l'instant, on verra. Il y a d'autres interviews qui sont prévues. Je vais en tourner encore ce week-end là. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Ou de vous désabonner, si ça ne vous plaît pas. Et bien sûr, de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci, bonne journée, au revoir.